Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Joëlle Milquet, vice-première ministre et ministre de l'Intérieur. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec l'actualité, on l'a vu dans le journal, donc paralysie relative du palais de justice ce matin avec grève des agents du corps de sécurité. Donc ce sont ces agents du ministère de la Justice qui sont mis à disposition du palais de justice pour assurer la sécurité et aussi le transfert de détenus. La ministre de l'Intérieur n'est pas directement concernée, mais est-ce que vous avez plus d'informations et est-ce que vous comprenez mieux que nous ce qui se passe ? Je pense que c'est avant tout un problème à la fois relationnel et très vieux. Ça fait des années qu'il y a un problème entre un moment la police locale qui doit assurer le leadership et le commandement et le corps de sécurité qui, lui, dépend de la justice et qui a envie d'une certaine autonomie. Mais quand l'autonomie est là, parfois, la police estime que le travail n'est pas nécessairement fait. Donc je pense qu'il y a avant tout un conflit de personnes et que, par ailleurs, il faut maintenant trouver une médiation d'urgence avec le ministère de la Justice et la police locale pour enfin résoudre ce problème. Et si, à la limite, il faut trouver d'autres personnes pour faire le job s'il y a un problème personnel, faisons-le, mais arrêtons d'avoir ce sempiternel problème qui, depuis des années, ne semble pas se résoudre. Est-ce que ça a été un gain d'avoir des agents détachés pour la sécurité des palais et le transfert des détenus? Autrefois, c'était des policiers qui assumaient tout. Est-ce que c'était pas plus simple? Oui, non, je pense que ça, dans le paysage, justement, de la sécurité, si on veut clarifier les rôles, c'est très important d'avoir des agents de la sécurité qui dépendent du ministère de la Justice pour gérer à la fois à l'avenir les grèves dans les prisons. Ce n'est pas aux policiers d'intervenir dans les grèves dans les prisons, et pour le moment ils le font. On perd des tas d'heures avec ça et on n'est pas auprès du citoyen. Et donc qui devrait le faire? Dans les transfèrements, justement, le corps de sécurité. C'est pour ça que je plaide toujours pour que Annemie Turtelbaum puisse en avoir plus, et ce sera un des points pour le prochain gouvernement, ce qui enlèverait des compétences dès lors et surtout des prestations aux policiers. Mais alors évidemment, il faut qu'ils s'accordent dans les synergies, les commandements, et je pense que là, ça pose des problèmes beaucoup plus personnels que structurels. Oui, mais le problème personnel a aussi un impact sur des justiciables qui ont vu leur audience c'est très dommage, annulée ce matin. D'autant plus que c'est des audiences importantes. Donc moi, je vais prendre contact avec Annemie Turtelbaum pour voir un peu comment ils peuvent trouver une médiation de manière rapide et résoudre enfin ce problème. Alors, on vous a invité pour parler notamment des grandes décisions prises dans le cadre du budget 2014. C'était jusqu'à hier toute une série de réunions pour le gouvernement fédéral. On va commencer par les pompiers. Vous allez débloquer combien? 70 millions, c'est ça au total pour les pompiers? Ça va servir à quoi? Même plus. En fait, donc, ils auront, au-delà des augmentations qu'ils avaient déjà eues, il y a 20 millions de plus pour la dotation aux zones de secours dès 2014 et qui sera augmentée de 22,5 en plus, ça fera 42,5 en plus les 30 millions que j'avais déjà obtenus, ça fait déjà 70 millions de plus pour 2015 et ça continue à s'accroître pour que pour l'engagement, il puisse avoir 70 millions en 3 ans pour engager 1200 pompiers, mais qui viennent s'ajouter aux 30 millions qui augmentent aussi pour faire face au coût du statut. Donc maintenant, je pense que la réforme a maintenant tous les outils pour pouvoir être mise en vigueur à partir du 1er janvier et on va pouvoir recruter des pompiers complémentaires, donc, ce qui était la demande. Dès l'année prochaine, 400 pompiers, on peut les recruter? Bien sûr. C'est pour ça qu'on a mis 20 millions de plus. Est-ce que vous avez pris cette décision sous la pression des manifestations qu'on a connues à Bruxelles lundi soir? Non, parce que les pompiers savent quel est mon combat et à quel point je défends et dépose des propositions sur la table de mes collègues. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus avec des autopompes dans Bruxelles alors? Ils sont venus pour montrer à quel point c'était nécessaire d'avoir ce combat-là et c'était légitime, pas pour l'initier. On était en voie de finalisation justement quand ils sont arrivés. Et par ailleurs, j'avais déjà obtenu vous a pas aidé? 30 millions. Qu'importe si ça aide ou pas, franchement, on devait conclure à ce moment-là. Mais je n'avais pas commandé ces manifestations, je le souligne. Et ils savent très bien que je me bats pour eux et que j'avais déjà obtenu 30 millions pour 2015 pour le statut, déjà dans le conclave de mars, qui n'avait pas déjà été simple. Mais enfin, maintenant, je suis vraiment ravi parce qu'on va pouvoir maintenant enfin leur rendre ce qu'ils méritent, c'est-à-dire et du respect et des moyens pour la sécurité des citoyens. Alors, j'ai une question sur Twitter qui est arrivée pour vous. Donc, c'est un pseudonyme, Black4-3D. Les pompiers ont été entendus, mais le pompier bruxellois reste-t-il l'oublié de la réforme? Alors, est-ce qu'il y a une distinction à faire entre les Wallons et les Bruxellois? On sait qu'à Bruxelles, on est avec des sapeurs-pompiers professionnels, que dans le reste du pays, il y a des mix de professionnels et de volontaires. Non, mais et on sait que c'est surtout des Wallons qui sont venus manifester lundi. Hein. Voilà, c'est une erreur, je trouve, majeure de la réforme au départ, ce qui ne vient pas du tout de moi. En 2007, quand on a négocié la réforme, Bruxelles, à ce moment-là, a demandé de rester en dehors de la réforme. Parce que les statuts sont différents, qu'ils dépendent de la région, etc. Mais on a, en tout cas, mis plusieurs
nouvelles dispositions qui sont applicables à Bruxelles aussi. Et en rencontrant M. Doulkeridis, on a aussi fait des adaptations pour que Bruxelles soit un maximum dans la réforme. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était une volonté du gouvernement bruxellois de demander qu'elle soit en dehors, en 2007. Alors, j'ai prévu qu'il y ait des dotations spécifiques quand même, malgré tout, venant du fédéral, pour Bruxelles. Notamment, ça fait partie des notifications de la réforme. Donc, ils ne sont pas les grands oubliés. Mais donc, par exemple, dans les 400 pompiers qu'on va recruter l'année prochaine, il y en aura pour Bruxelles? Alors, mais ça, c'est un peu un choix de Bruxelles. Donc, ils ont des dotations qui vont être pour Bruxelles, qui ne sont pas évidemment du même ordre, puisqu'au départ, ils avaient demandé d'être en dehors de la réforme et qu'ils ont, eux, un financement régional. Mais dès lors, ils auront aussi des moyens, et c'est à eux de choisir si c'est en matériel ou si c'est en personnel. Mais ils en auront. Alors ça, c'est les pompiers. Les policiers, donc on a très régulièrement parlé des renforts policiers, hein, les 250 policiers qui devaient arriver dans les zones, la centaine de policiers dans la police des transports. On sait qu'on est théoriquement sur un rythme de 1 millier de nouveaux policiers par an avec des recrutements. On était passé un peu plus haut à 1400. Est-ce qu'on va maintenir le rythme des 1400? Oui, tout à fait. C'était l'enjeu de 2014. Donc on avait déjà fait 1400, même 1500 en 2013 et on a 250 pour la première fois policiers pour les zones qui arrivent maintenant entre octobre, il y en a déjà 90 qui sont là et jusqu'à fin décembre, les 250 seront vraiment dans les zones pour s'occuper du transport en commun. Donc c'est vraiment une avancée majeure pour la sécurité à Bruxelles qui provient de ce que j'avais pu obtenir après le drame que nous avions vécu au niveau de la STIP. Et ici, nous pourrons avoir encore de nouveau cet engagement complémentaire qui pourra servir à la fois les zones locales de Bruxelles, mais aussi toutes les équipes de soutien de la police fédérale, notamment de la réserve fédérale qui viennent aider les zones à Bruxelles. Donc en matière de sécurité sur Bruxelles, c'est chaque fois du plus et maintenant j'ai obtenu les 20 millions qui pourront nous permettre d'en engager de nouveau 400 complémentaires. Donc c'est vraiment bien pour la sécurité notamment de la métropole. Alors je vous repose encore 2 questions sur vos compétences intérieures, puis on parlera du reste du budget après. Sur la cybercriminalité, donc on a vu qu'on a été victime d'attaques ou d'espionnage ces dernières semaines. Est-ce qu'on va avoir les moyens de lutter plus efficacement? Et puis la dernière fois que vous étiez venu dans ce studio, on avait également parlé de la nécessité de faire de la contre-propagande sur le net pour essayer d'endiguer le phénomène de radicalisme ou de recrutement qui pouvait se jouer sur Internet. Est-ce que vous avez obtenu des moyens dans ces 2 dossiers? Oui, alors pour ce qui concerne la cybersécurité, qui dépend du Premier ministre, on a prévu 10 millions, ce qui veut dire que non seulement on va mettre une cellule de cybersécurité, mais qu'on va renforcer tout le personnel, que ce soit le personnel au niveau de la police, de ce qu'on appelle le Computer Crime Unit, mais aussi d'autres experts dans d'autres services pour qu'ensemble ils travaillent en coordination. Il a fallu des attaques et des scandales d'espionnage pour obtenir cette somme? Non, parce que en fait, la stratégie était prévue, avait été adoptée et il fallait le moyen pour 2014. Ils étaient de toute façon prévus, maintenant on les a et on peut faire cette stratégie. Et en ce qui concerne la cellule, ça je les prends de budget interne au niveau du ministère de l'Intérieur pour justement lancer ce projet pour 2014. Donc elle sera lancée en 2014? Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de nouvelles de nouveaux départs en Syrie ou de jeunes avec des difficultés? Je n'ai pas eu de changement majeur dans la situation du moment. Alors on va passer à l'économie, si vous voulez bien. Il y a un budget donc en équilibre, il était peut-être plus facile à équilibrer que les précédents. Et il y a de l'argent pour la relance. Est-ce qu'on a suffisamment d'argent pour avoir une relance économique efficace, créer de la croissance et créer des emplois? Écoutez, je trouve que le miracle belge, et comme le dit souvent le Premier ministre, la recette belge, c'est non seulement d'avoir pu faire en 2 ans 25 milliards d'économies sans toucher non seulement au pouvoir d'achat des gens, ils ont eu une augmentation, liaison bien-être pour les petites allocations, etc. On vient en plus d'augmenter le pouvoir d'achat pour les bas salaires, encore maintenant 10 € à partir d'avril en plus par mois. Donc ça, ce sera pour ceux qui gagnent 1 500 € par mois, ils auront 10 € à partir du 1er avril, 1er mai? En plus de ce qu'on avait déjà décidé en juillet, donc en tout, ça fait quand même près de 260 € de gagner au niveau de l'année. Mais on a non seulement protégé le pouvoir d'achat, protéger les acquis sociaux et même on a permis les augmentations, les indexations et les revalorisations aussi des petites pensions. On n'a pas augmenté la fiscalité et en plus on a trouvé 1 milliard pour la relance, globalement dans toutes les décisions qui sont prévues pour 2014, dont notamment, et c'est très important à Bruxelles parce que j'y tenais beaucoup, plein de projets vraiment importants en matière d'activation des jeunes. Donc maintenant, un jeune qui a 6 mois de chômage, donc c'est la garantie jeune, son diplôme on de l'enseignement secondaire notamment, et qui a jusque 30 ans, pourra faire bénéficier son employeur
d'une sorte d'immunité de 1 000 € dans le salaire. Mais, mais ça, c'est aussi le gouvernement bruxellois, c'est pas une décision... Non, ça c'est fédéral. Ouais. Ça c'est fédéral. Et ça vient soutenir justement les projets de Céline Frémaux qui sont vraiment fondamentaux, de la garantie jeune. Donc on converge vraiment comme CDH dans le souci à l'emploi des jeunes, qui est pour nous une priorité à la formation. Et on a aussi accepté une des propositions que j'avais mises sur la table pour avoir et utiliser en fait entre 25 et 50 millions des fonds sectoriels pour les écoles techniques et les professionnels, les jeunes en matière d'emploi, les stages dans les entreprises, et ça va surtout aussi bénéficier à Bruxelles où il y a énormément de jeunes. Est-ce que ça va créer de l'emploi tout ça? Ben, en tout cas, ça permet de faire sortir des jeunes du chômage et de les former, de les mettre à l'emploi, ce qui est vraiment déjà fondamental. Et deux, on fait aussi un soutien à l'investissement. Donc on a une déduction pour investissement des PME pour justement leur permettre d'investir. Quand on investit, on crée de l'emploi. On va aussi permettre aux PME de pouvoir avoir une diminution du coût du travail pour le 4e et 5e emploi. Donc jusqu'à présent, c'était les 3 premiers emplois, il y avait des dégrèvements. C'est ça, donc c'est fondamental pour les PME ou les petits indépendants. Et dans le secteur de l'ORECA, essentiel à Bruxelles, et de la construction, on augmente aussi les déductions et les réductions du coût du travail qui étaient applicables jusqu'à 130 heures, qui passent à 180 heures. Donc tout ça, c'est surtout des cibles assez bien bruxelloises. Alors, quand on met tout à bout, donc on a un peu plus de 200, presque 300 millions pour la relance, même si vous comptez 1 milliard sur l'ensemble législature, c'est ce qu'on a décidé cette semaine. Pourquoi est-ce qu'on n'a rien décidé, ni sur la TVA, ni sur le problème du dérapage des salaires, et qu'on a renvoyé ces deux discussions à plus tard? C'est parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord entre droite et gauche au sein du gouvernement fédéral? Non, c'est parce que tout simplement, c'est des mesures importantes, mais qui peuvent avoir des effets pervers si elles ne sont pas bien maîtrisées et avec les bonnes modalités. Et ça peut avoir un bon ou un mauvais impact sur l'écart salarial. Donc baisser la TVA sur que ce soit la loi sur la compétitivité et que ce soit la TVA. Donc il faut bien la penser et de voir quel mixte on peut faire avec aussi les réductions du coût du travail pour que ce soit le plus profitable pour la création d'emplois, pour la diminution de l'écart salarial et que ce soit le moins cher pour l'État. Et on n'avait pas encore tous les paramètres et on a parfois peur de certains effets pervers d'augmentation des coûts ou des prix plutôt par le secteur privé. Donc on doit encore modaliser, on ne pouvait pas faire ça. C'est-à-dire baisser la TVA, vous n'étiez pas sûr que ça baissait le tarif final pour l'utilisateur? Il faut s'assurer que quand on fait une baisse de TVA, pour finir, les autres par la porte ne vont pas augmenter les tarifs. Pour finir, ça coûterait très cher à l'État et ce serait zéro en matière d'impact. Donc il faut justement bien modaliser tout ça. C'est une bonne idée si on a les bonnes modalités. Est-ce qu'on peut dire que c'était le dernier grand exercice de l'équipe Verhofstadt et que l'équipe d'Irupo de l'équipe d'Irupo, pardon, et que maintenant vous allez vous consacrer à la campagne électorale? Non, ça nous permet d'avoir enfin les moyens pour préparer 2014, travailler et faire les réformes. Et je peux vous dire que dans ce gouvernement, on doit encore faire toutes les réformes institutionnelles, les voter. Moi, j'ai 15 projets de loi qui doivent être votés, débattus au Parlement jusque le mois de mars. Et on a toute la sécurité au quotidien. Et on a encore énormément de choses à faire en matière non seulement de lutte contre le radicalisme. Donc nous, on travaille full-time jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à fin mars. Voilà, et avec le Premier ministre qui est donc bien Elio Di Rupo. Merci Joël Milquet d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, c'est la météo avec Patrick Vermeer. Bonne journée.